Se joignent à nous. Donc, vous voilà à plus de 200 bientôt. Encore quelques secondes. Dans 5, 4, 3, 2. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire portant sur le recrutement local et international, de même que sur la rétention de talents. Nul doute que ce sont deux enjeux de taille pour vos organisations, car nous savons tous, la guerre des talents n'est malheureusement pas prête de se terminer. Ce webinaire vous permettra donc de bénéficier de judicieux conseils pour mieux composer avec ces importants défis qui sont, oui, disons-le, intimement liés à la croissance et à la pérennité de votre organisation. Tous ces services, d'ailleurs, RH d'accompagnement 360 degrés, sont offerts par la firme et ses filiales. Bref, ce webinaire devrait vous permettre de faire, espérons-le, de meilleurs choix en termes de recrutement et de rétention de talents. Je me présente, Francis Letendre, je suis chef communication et affaires publiques chez Raymond Chabot Grant Thornton. J'ai donc le plaisir ce matin de faire, oui, je dis bien, la très courte présentation de nos trois conférencières, mes collègues Clara Demers, Jeannette Boulanger et Émilie Sauvé. Bonjour, mesdames. Je vous informe aussi d'ores et déjà que ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion. Je vous invite aussi déjà à nous envoyer vos questions dès maintenant et ce tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A qui apparaît au bas de votre écran. Débutons avec Clara Demers. Bonjour Clara. Clara est notre leader de pratique en gestion RH, relève entrepreneuriale et gouvernance au sein du groupe Conseil en transformation des affaires. Spécialisée en gestion des ressources humaines et en management, notre collègue compte plus de 15 ans d'expérience. Axée sur le capital humain, Clara mise sur la collaboration pour assurer la réussite de ses mandats. Les expériences de Clara, combinées à sa formation, lui permettent de bien comprendre les réalités auxquelles les entrepreneurs d'aujourd'hui sont confrontés. Quant à Jeannette Boulanger, bonjour Jeannette. Bonjour. Jeannette agit comme directrice principale service conseil en ressources humaines. Comptant plus de 20 ans d'expérience, Jeannette valorise une approche intégrée en matière de gestion des ressources humaines, voire multidisciplinaire, pour bien répondre aux besoins de la clientèle. Véritable passionnée de l'entrepreneuriat, Jeannette est reconnue pour son pragmatisme, sa facilité à concrétiser la vision d'avenir de ses clients, son esprit d'analyse et sa capacité à inspirer et aussi à mobiliser. Enfin, et non la moindre, Émilie Sauvé. Bonjour, Émilie. Bonjour. Depuis le début de sa carrière en ressources humaines, il y a une vingtaine d'années, dont 5 en recrutement international, Émilie n'a qu'un seul objectif, offrir des solutions gagnantes à ses clients. En tant que directrice service à la clientèle chez Ori Sourcing International, qui est la filiale de Raymond Chabot Grant Thornton en recrutement étranger, Émilie s'affaire quotidiennement à guider les entreprises canadiennes à travers tout le processus de recrutement de travailleurs étrangers. Polyglotte, Émilie saura aujourd'hui vous conseiller pour recruter des talents internationaux. Or, sans plus tarder, mesdames et messieurs, débutons les présentations. La parole est à toi, Jeannette. Bon webinaire, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Francis. Merci pour la belle présentation. C'est toujours le fun à entendre, de se flatter un petit peu comme ça. Donc, je suis contente de vous rencontrer tout le monde aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue également. Rapidement, un ordre du jour, donc qui va essentiellement avec le titre du webinaire. Donc, on va vous donner des trucs pour recruter les talents d'ici et d'ailleurs. Les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, là, vous ouvrir un petit peu vos horizons, essayer de vous donner des cues au niveau du recrutement, de la mobilisation et aussi comment mobiliser, conserver vos ressources. Donc, sans plus tarder, la question qui brûle toutes les lèvres, comment recruter les meilleurs talents dans le contexte actuel? Et surtout, c'est quoi les options qu'on peut offrir aux entreprises dans le contexte là, de démographie qu'on connaît tous? Donc, la première statistique ici que je veux vous apporter, essentiellement, c'est vous pouvez comparer avec le tableau de gauche. En 1971, on avait 7,8 personnes qui pouvaient remplacer une personne qui partait à la retraite. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avec le tableau en 2023, on a le chiffre qui est descendu à 2 personnes. Donc, je vous apprends rien aujourd'hui en vous apprenant que
en vous disant qu'il va vraiment avoir un changement dans vos habitudes de recrutement, dans vos perspectives démographiques qui peuvent affecter vos entreprises. L'autre tableau de droite ici que vous voyez, c'est le pourcentage de personnes qui sont retraitées par domaine d'emploi d'ici 2025. Donc, vous pouvez constater que dans plusieurs domaines, 2025, c'est demain, il y a le tiers des personnes à l'emploi qui sont très expérimentées, qui vont quitter leurs emplois. Puis des histoires comme on entend dans les journaux avec des directions d'écoles qui cherchent des enseignants au mois d'août pour combler des postes, des infirmières qui font des sit-ins dans leurs urgences pour dénoncer leur épuisement. Mais c'est ces choses qui vont de plus en plus se répéter dans nos secteurs. Puis, ce qu'on veut vraiment vous amener, c'est qu'au niveau de vos perspectives, on vous demande vraiment d'être à l'affût puis d'ouvrir vos horizons. D'ailleurs, Émilie, au niveau international, la tendance semble un peu inverse. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben oui, tout à fait. Merci, Jeannette. La pénurie de main-d'œuvre amène évidemment euh, une croissance dans l'immigration. On n'a pratiquement plus le choix de se tourner vers les travailleurs étrangers, la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une statistique que je trouve toujours bien, bien intéressante qui dit que combien vaut un siège vide? Ça vaut entre 20 et 230 du salaire d'une personne, dépendamment de son rôle au sein de l'entreprise. C'est peu négligeable. Donc, c'est vraiment important de penser à aller vers l'étranger. Plusieurs personnes qui nous écoutent sont sûrement déjà en train de recruter à l'international. Une question que je me fais souvent poser, est-ce qu'il y en a encore des talents à l'international, étant donné la grande mode d'aller recruter ailleurs? Oui, il y en a encore, puis il y en a d'excellents talents. Les gens sont non seulement qualifiés avec des nombreuses années d'expérience, ils sont souvent formés. Il y a plusieurs diplômes qui sont offerts dans divers domaines, secteurs d'activité qui sont vraiment pertinents pour nos entreprises ici au Québec. Et sachez qu'à l'international, le Canada fait vraiment bonne figure dans tous les pays dans lesquels on va recruter, autant des pays francophones, des pays d'Amérique latine, aux Philippines, même en Europe. Le Canada fait bonne figure. On veut venir ici pour la sécurité, pour notre système d'éducation, pour même la stabilité d'emploi. Donc, on cherche réellement à s'enraciner chez nos employeurs là, quand les gens viennent ici. Donc, c'est vraiment bien. C'est une solution qui est, à mon avis, de longue durée. Ici, on va se faire inonder de termes vous côtoyez probablement au quotidien. Donc, vous voyez que l'actualité déborde de tous ces termes qui autrefois n'existaient pas nécessairement. Télétravail, travail hybride, horaire de 4 jours, congé pour adoption d'un animal, conciliation, travail, vie personnelle. Donc, ce sont tous des incitatifs qui, quand on les regroupe tous ensemble, peuvent nous donner le vertige et peut nous faire sentir aussi qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas dans la course, on n'est pas dans la compétition. C'est aussi facile de tomber dans ce panneau-là. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le même contexte qu'il y a même 10 ans. Tu sais, dans le temps, il y a juste 10 ans, on pouvait recruter, on faisait un semblant d'affichage de poste, description de poste, ça c'est bon, on mettait ça dans le journal, on recevait une vingtaine de candidatures, on choisissait en entonnoir nos candidats, on se prévoyait une journée d'entrevue. Ceux qui peuvent pas, ben ça veut dire qu'ils sont pas faits pour nous autres. Ensuite, on y allait avec des références pré-emploi, des tests psychométriques pour essayer de se départir un petit peu. Puis à la fin, on faisait une offre salariale, puis on avait même le culot de pouvoir négocier notre candidat. Oh, ben, tu sais, avec ce salaire-là, je pense que ça va être suffisant. Puis notre offre était acceptée. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit, en fait, de contexte de recrutement. Puis les temps ont bien changé, mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de toutes les possibilités en prenant un temps d'arrêt, puis de voir comment vous pouvez réagir à cette vague-là, parce que la situation actuelle démographique va se perpétuer jusqu'en 2030 environ. Donc, on n'aura pas nécessairement, il reste encore un gros 5 ans là, où est-ce que on va être impacté en tant qu'entreprise. Donc, aujourd'hui, on veut que vous preniez un temps d'arrêt pour examiner les possibilités qui s'offrent à vous.
Au niveau du recrutement local, évidemment, on connaît les avenues. Tantôt, on va aller un petit peu plus en détail avec des bonnes bases à mettre en place. Mais au niveau du recrutement international, c'est quand même une avenue qui est passablement plus méconnue. Donc, Émilie, tu veux-tu nous parler rapidement de qu'est-ce que c'est pour toi le recrutement international? Ben oui, le recrutement international, c'est d'aller chercher les talents à l'étranger, puis de les faire travailler ici au sein de nos entreprises. Donc, ben, c'est vrai que c'est méconnu et un peu complexe même, devrais-je dire, parce qu'il y a des procédures d'immigration, c'est long. Il y a toutes sortes aussi de fausses croyances qui entourent ça. Donc, recrutement international, ça veut dire ça. Je vais recruter à l'étranger. Ça peut parfois vouloir dire externalisation des ressources. Donc, je pourrais embaucher une personne, par exemple, au Maroc, la faire travailler au Maroc pour mon entreprise en télétravail. Le télétravail a tellement gagné en popularité depuis la pandémie, donc ça peut être une alternative qui est vraiment intéressante. Sinon, ça peut être aussi des conversions de permis, par exemple, des étudiants qui sont ici de l'étranger, des visiteurs. Ils ont un permis visiteur. Est-ce que je peux les embaucher? Ben oui, on pourrait convertir le permis en permis de travail. Donc, il y a tellement, tellement de possibilités qui s'offrent. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Fait. Puis aussi, un élément que je voulais soulever, c'est de prendre ce temps d'arrêt-là pour réfléchir. Tu sais, ça va vous permettre d'examiner les options qui s'offrent à vous, mais attendez pas d'être accoudé au pied du mur et puis d'avoir des impacts sur vos ventes, des impacts sur votre réputation d'entreprise, des impacts au niveau de la mobilisation de votre main-d'œuvre. Donc, de prendre des actions dès aujourd'hui peut vous aider à éviter d'arriver au mur là, qui peut être très difficile pour une entreprise. Ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment de revenir à la base, donc les piliers du recrutement, puis en mode hybride, parce qu'on va présenter la partie recrutement local et par la suite, Émilie va parler de la partie du recrutement international. Donc, ces piliers-là, ce sont les éléments qui vont vous aider à structurer vos processus, trouver les bons candidats pour vous permettre de conserver aussi ces candidats-là dans votre entreprise. Puis, attirer les défis, attirer les bons candidats, c'est vraiment le défi de l'heure aujourd'hui. Donc, en respectant ces piliers-là, cette base-là, mais ça peut vous donner vraiment de bonnes options là, au niveau de votre recrutement. Le premier pilier qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps de bien définir vos besoins. Quand vous regardez votre entreprise, vous détectez que vous avez un besoin de recrutement. Le plus souvent, c'est vraiment à partir du moment où est-ce qu'une personne va quitter ou vous sentez qu'il y a une surcharge de travail, puis au niveau des processus, c'est pas fluide. Donc, prenez le temps à ce moment-là de consulter vos équipes. Vraiment d'avoir une description claire du poste qui est à combler. Et c'est ça qu'il faut que vous mettiez de l'avant. Parce que trop souvent, on va procéder à un affichage de poste avec une, une description de tâche qui est à peu près similaire au poste. On va travailler l'affichage, on va le mettre, on va trouver des candidats, on va engager les candidats, ils vont entrer en poste, on va prendre le temps de les former et par la suite, le candidat peut quitter parce qu'on n'a pas pris le temps assez de bien définir les besoins du poste. Puis le poste qui a été présenté à son embauche, c'est pas du tout le poste qui est dans la réalité. Donc, il faut vraiment prendre le temps de sonder vos équipes, déterminer c'est quoi le besoin du poste. Est-ce que j'aurais la possibilité de combiner ces tâches-là avec un autre poste, quelqu'un qui aimerait avoir un avancement dans son poste, ou est-ce que j'ai une personne dans un autre secteur qui aurait les compétences, les qualificatifs pour pouvoir avancer dans ce poste-là, et puis d'essayer de voir à l'interne si on peut remanier un peu les tâches ou les positions. Le deuxième élément, c'est vraiment d'utiliser des canaux de recrutement efficaces et adaptés. Donc, essayez de trouver, avant de mettre de l'avant votre affichage de poste, c'est qui votre public cible. Donc, est-ce que c'est des professionnels? Est-ce qu'on devrait plus aller dans un réseau, par exemple, comme LinkedIn? Est-ce que je cherche à combler des postes d'opérateurs? Est-ce que je devrais passer par Indeed? Est-ce que j'ai une ouverture pour le recrutement aussi de travailleurs étrangers? Donc, est-ce que je dois faire affaire avec une firme ou avec des experts en la matière? Et aussi, les meilleurs ambassadeurs sont principalement vos employés. C'est eux qui connaissent votre entreprise, vos valeurs, vos cultures. Donc,
Est-ce que vous avez un programme en place, par exemple, pour faire du référencement si jamais un employé réussit à vous apporter un candidat intéressant et qu'il est engagé? Ça pourrait être intéressant, un programme de bonification. Donc, c'est les meilleurs ambassadeurs pour parler de votre entreprise. Et puis, ça peut vous aider à détecter vraiment des candidats qui peuvent être très intéressants sur le marché. Le troisième point, de mettre de l'avant vos avantages lors de l'attraction. Bien souvent, on peut trouver que nos avantages qu'on offre sont banals, comme je disais tout à l'heure, comparés à tout ce qui peut s'offrir sur le marché. Mais sachez que, par exemple, vous offrez un horaire de travail flexible. La personne peut rentrer entre 8 heures et 9 heures et quitter entre 16 heures et 17 heures. Mais peut-être que pour un candidat, ça peut faire toute la différence au niveau de sa mobilisation, sa rétention et même le fait qu'elle va choisir votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'identifier tous les avantages que vous pouvez offrir à un employé. Soyez ouvert aussi par rapport aux demandes que vous pouvez recevoir. Et puis, pourquoi aussi ne pas demander à vos employés actuels par un petit sondage ou des discussions informelles, qu'est-ce qui fait qu'ils apprécient votre entreprise, puis comment on pourrait mettre de l'avant ces éléments-là dans un recrutement. Tout à l'heure, on va parler de la marque employeur. Donc, ça fait partie des éléments qu'on vous suggère là, de prendre un temps d'arrêt pour vraiment les mettre de l'avant et les utiliser pour aider à votre attraction, rétention et aussi mobilisation de vos employés. Finalement, le quatrième pilier qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'être agile et de procéder humainement, mais également rapidement avec les candidats qui vous intéressent. Parce que aujourd'hui, le marché est très, très rapide et les candidats ont une panoplie d'offres sur le marché, mais aussi quand vous recevez des candidatures, ne laissez pas traîner les CV. Prenez le temps de contacter les gens pour leur dire que vous avez bien reçu leur candidature, que vous êtes en processus. Puis aussi, prenez le temps de faire des suivis aux candidats qui sont non retenus parce que qui sait, peut-être que plus tard, ces candidats-là va utiliser quelqu'un dans son réseau qui va pouvoir vous transférer ou va gagner en expérience et dans quelques années sera avec vous là, pour faire un bout de chemin dans votre entreprise. Donc, les 4 piliers fondamentaux qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps d'examiner vos processus de gestion des ressources humaines, voir comment vous pourriez les intégrer dans votre culture d'entreprise. Émilie, au point de vue international, j'imagine qu'il y a de fortes similitudes là, entre ce que j'ai proposé et ce que tu vas nous parler. Complètement. La différence avec l'international, c'est que le projet doit inévitablement se préparer d'avance. Quand on parle d'un processus d'immigration qui peut durer entre 8 mois peut-être et 13 mois, c'est sûr que ça prend une planification. Donc, il faut savoir penser d'avance où est-ce qu'on veut être dans un an grâce à tant de personnes de plus au sein de l'équipe. Donc, une planification stratégique est vraiment essentielle. Deuxième point, bien, la culture d'entreprise, c'est vraiment important de la faire vivre aux employés. C'est beau de la lire, vous avez sûrement un superbe website qui liste chacune de vos valeurs. Il n'y a rien de mieux que de faire vivre ces valeurs-là à votre employé étranger à travers l'entrevue, à travers divers échanges. Là, par exemple, pendant le moment d'immigration, là, c'est long, 10 mois. Bien, c'est 10 mois qu'on pourrait utiliser pour apprendre à connaître la personne à distance. On pourrait, par exemple, donner quelques indices sur en quoi consiste notre culture. Non seulement notre culture québécoise, notre culture d'entreprise, puis on pourrait aussi en savoir plus sur la sienne pour aussi nous outiller à savoir quelles seront les différences les plus marquées. Où est-ce qu'on devrait investir plus de temps dans la formation aussi? Si, par exemple, la santé et sécurité pour cet employé-là est moins importante dans l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement, bien, on saura qu'on aura davantage de temps à investir avec lui sur ça en entreprise ici au Québec. Dernière chose, la transparence, puis je ne veux vraiment pas que ce soit mis de côté. La transparence, je pense que si je questionne toutes les RH, elles me diront systématiquement qu'elles en font preuve déjà avec leurs employés locaux. C'est bien vrai, on est tous transparents, on est authentiques et c'est ce qu'on veut être. Mais quand on parle de recrutement à l'international, on parle de personnes qui n'ont pas les mêmes références. Donc,
La transparence va au-delà de ce qu'on est habitué de donner comme information. Il ne faut pas prendre pour acquis que la personne comprend nécessairement tout ce dont on veut parler. Je vous donne un exemple bien simple. J'offre un emploi à une personne, je lui dis c'est 25 de l'heure. Ben, la personne va dire ouais, super, puis elle va faire un budget dans sa tête avec 25 de l'heure. Mais dans les faits, soyons donc plus transparents. Envoyez-lui un exemple de fiche de paye avec le 25 de l'heure. Il y a des impôts qui sont enlevés. Il y a une foule de déductions à la source auxquelles l'employé à l'étranger ne s'attend pas. Quand je vous parle de transparence, c'est vraiment à ça que je fais référence. C'est à toutes les petites choses qu'on vit ici auxquelles on est habitué. Il y a des taxes dans les commerces lorsqu'on achète ici au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne nomme plus quand on recrute localement, mais auxquelles il faut vraiment, vraiment penser quand on recrute à l'international. Merci, Émilie. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on parle d'une méthode hybride, internationale, locale. C'est des avenues que vous pouvez considérer. Tout ceci nous amène aujourd'hui à vous présenter un élément très important, c'est le cycle de vie d'un employé. Donc, souvenez-vous que ce cycle-là a des impacts à tout moment dans votre processus de recrutement et ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre rétention, votre mobilisation d'employés. Puis tout à l'heure, Émilie va faire le parallèle aussi avec l'international, mais c'est principalement les mêmes éléments parce que au cœur de tout ça, on a la culture de l'entreprise, mais ce cycle-là, ça vous permet vraiment de mettre les emphases aux bons endroits pour que vos employés soient considérés à tout moment dans le processus. La première phase ici de recrutement et intégration, cette phase-là commence par évidemment le recrutement où l'entreprise cherche à attirer les talents qui sont qualifiés, mais souvent la partie d'intégration est cruciale et même peut être souvent escamotée. Donc, prenez le temps vraiment d'intégrer adéquatement vos nouveaux employés avec peut-être un processus de parrainage que vous pouvez mettre en place là, dès son arrivée. L'autre phase ici, le développement et la formation. Donc, une fois que les employés sont en place, ils ont besoin de formation et de possibilités de se développer professionnellement. Et ça, c'est à tout poste, hein, à tout niveau. Donc, ne négligez pas les échelons qui peuvent être plus en bas dans votre entreprise. Tout le monde a besoin de se sentir intégré dans la formation et le développement. Puis ça contribue à la satisfaction des employés et aussi à leur fidélité. La gestion de la performance, la rétention. Donc, évaluer régulièrement par discussion ou par rencontre vos employés. Ça permet vraiment de mettre de l'avant les forces que ceux-ci peuvent avoir. Donc, que ce soit vos gestionnaires ou vous directement, prenez le temps d'avoir une rencontre, que ce soit une fois par année ou 2 fois par année, de manière formelle ou informelle. Parfois, on va se dire, oh non, mon entreprise est trop petite, je n'ai pas le temps de mettre ça en place. Mais en fait, si vous gardez seulement un suivi de vos discussions, donc un fichier Word avec 3 questions, vous demandez à l'employé de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu trouves qui a bien été cette année? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ton travail? Puis, comment on peut mettre en place des éléments pour t'aider à avancer, puis que tu sois toujours motivé et bien mobilisé. Fait que c'est des éléments que vous pouvez inclure dans une discussion avec vos employés, puis vous seriez très surpris de savoir là, les impacts que ça peut faire au niveau de la rétention, de la mobilisation des employés. C'est vraiment un élément qui est souvent oublié dans les entreprises, mais aujourd'hui, on vous le met de l'avant. Mais sachez aussi que cette communication-là, elle n'est pas seulement dans un sens, elle est bilatérale. Donc, vous posez des questions à vos employés, à vos équipes, mais soyez aussi conscients et de prendre le temps de recevoir l'information pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc, c'est une communication qu'on dit bilatérale, qui est très d'actualité aujourd'hui par rapport à tout ce qui peut se répercuter là, avec les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux générationnels. Et c'est très important de prendre le temps là, avec vos employés. L'autre élément, l'avancement, la reconnaissance. Donc, dotez-vous de processus de recrutement, de processus de ressources humaines qui vous permettent de reconnaître l'avancement ou aussi la reconnaissance avec vos employés. Par exemple, l'avancement et la reconnaissance, ça peut
nécessairement pas toujours passer par des nominations de nouveaux postes, mais ça peut être par rapport à l'étendue de tâches qu'on peut offrir à un employé. Dans une entreprise où est-ce qu'on avait fait une intervention il n'y a pas si longtemps, on avait, euh, on avait fait une évaluation des processus en ressources humaines et on avait constaté qu'il y avait un poste dans l'entreprise qui pouvait être remplacé facilement par un logiciel là, qui allait traiter l'information plus automatiquement. Et on avait cet employé-là qui occupait le poste et qui est très, très performante dans son poste. Mais quand elle a vu le processus qui s'en venait, elle comprenait qu'elle allait perdre son emploi. Mais ce qu'on a fait, parce qu'avec le gestionnaire, en fait, il appréciait beaucoup l'employé, il appréciait vraiment sa personne, sa manière ses compétences humaines, en fait. Et on a remodelé l'organigramme de l'entreprise pour lui proposer un poste dans complètement un autre département, mais qui a demandé une adaptation de sa part, est allé compléter des cours et juste de lui avoir proposé ça à cet employé-là, ça l'a vraiment motivé parce qu'elle sentait que son employeur croyait en elle et avait la possibilité d'avoir une autre place dans l'entreprise. Donc, sous-estimez pas le fait qu'on peut vraiment euh, aller rechercher d'autres facettes d'un employé que parfois on n'a pas nécessairement détectées. Donc, avec l'avancement, la reconnaissance, c'est toujours un élément important dans la vie d'un employé. Le fameux équilibre travail-vie personnelle, c'est un élément qui se doit aujourd'hui de nos jours qu'on doit mettre en place, là. Donc, être à l'écoute des besoins de nos employés, questionnez-le, questionnez-leur, questionnez-les sur leurs besoins en frais d'équilibre. Est-ce que pour eux, c'est une flexibilité au niveau de l'horaire? Est-ce que c'est une flexibilité au niveau des tâches qu'on peut faire à la maison versus ce qui doit être fait au bureau? Évidemment, le fameux télétravail revient souvent sur la table de discussion. Soyez ouverts aux possibilités qui s'offrent dans votre entreprise, peut-être avec des journées de travail au bureau qui sont déterminées où est-ce qu'on peut créer des happenings d'équipe et puis garder l'esprit ouvert à cet élément-là parce que c'est encore aujourd'hui, même après la pandémie, un élément qui fait en sorte qu'un employé, un candidat va choisir un employeur plutôt qu'un autre. C'est de simplement avoir cette flexibilité-là et cette ouverture. La rétention et l'engagement, donc tout au long du cycle de vie de l'employé, il est vital de surveiller son niveau d'engagement. Donc, avec, par exemple, si vous regardez au niveau de la rémunération, est-ce que vous vous offrez une rémunération qui est compétitive? Est-ce que votre rémunération globale est intéressante aussi? Ça fait partie des éléments qui aident à la rétention. Et aussi de prendre le temps de sonder vos équipes, donc sonder vos employés pour savoir qu'est-ce qu'ils apprécient de vous, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans vos pratiques de gestion qui auraient des impacts sur la rétention et l'engagement. Et je suis certaine que dans vos entreprises, vous avez des indicateurs de performance au niveau de vos ventes, au niveau de votre marge brute. Mais est-ce que vous avez réellement aujourd'hui en place un tableau de bord au niveau de vos indicateurs RH qui vous permettrait de savoir votre taux de mobilisation, l'appréciation des candidats quand ils passent par votre processus de recrutement? Et si vous n'avez pas d'indicateurs RH d'implanter dans votre entreprise, dotez-vous de processus qui vont vous permettre d'avoir ces informations-là parce qu'il n'y a rien qui coûte plus cher aujourd'hui que de manœuvrer avec les ressources humaines à l'aveuglette. On ne peut pas se permettre ça aujourd'hui de faire autant des erreurs dans nos ventes, mais on ne peut pas se permettre non plus de faire des erreurs au niveau de nos embauches et de nos données en ressources humaines. Souvent, une donnée que toutes les entreprises ont est évidemment le taux de roulement d'un poste, mais vous doutez aujourd'hui que je vais vous dire que cette donnée-là, c'est une donnée qui arrive beaucoup trop tard parce qu'on a toutes les autres parties du cycle de l'employé qui ont été probablement manquées et donc c'est une donnée qui est à retardement. Finalement, on a la gestion du départ. Donc, tout ceci, on peut mettre un beau cycle de l'employé en place. On a une belle culture d'entreprise, mais ça peut arriver qu'un employé va quitter votre entreprise et puis réservez-lui
une sortie respectueuse. On ne sait jamais hein, où est-ce que la personne peut se replacer plus tard et où est-ce que ça va nous amener cette relation-là. Donc, gardez toujours en tête de gérer vos départs d'employés de la même manière qu'une intégration dans le processus de recrutement. Vous voyez au centre de tout ceci, il y a la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est le fil conducteur qui relie toutes les phases du cycle de vie de l'employé. Puis ça se vit, ça se sent, ça s'influence et puis soyez à l'affût avec l'amélioration de vos pratiques des ressources humaines là, pour vraiment offrir un cycle de vie de l'employé des plus optimales. Émilie, au niveau du recrutement international, le cycle de vie d'un employé au niveau international, est-ce que tu veux nous parler un peu des éléments qui sont plus prioritaires? Oui, c'est un peu différent. En recrutement international, tout ce qui touche le recrutement, là, autant l'attraction, le recrutement, l'embauche, c'est une étape et ça se passe relativement rapidement parce qu'il y en a beaucoup de talents à l'étranger, comme je le disais. Puis, on est vraiment, vraiment prisé comme pays. Donc, c'est pas là la difficulté. Bien que plusieurs entreprises, quand c'est la première expérience, se disent ouf, le pire est derrière. Ben non, le plus beau est à venir. Deuxième étape, on parle de l'immigration. Donc, on va aller démarrer, envoyer notre EIMT, la demande de sélection temporaire. Donc, c'est des documents là, qui sont complexes à remplir. La démarche va être longue. Je compare souvent les procédures d'immigration à une grossesse. Hein, on doit attendre 9 mois avant d'avoir notre bébé. On a 9 mois pour créer un engagement, pour préparer sa venue, pour pouvoir réellement faire tout en sorte pour que dès son arrivée, il se sente aimé et qu'il soit bien dans notre famille. Donc, c'est un peu la même chose. À distance, on va essayer de créer cet engagement-là avec différentes initiatives qu'on peut prendre. Ça peut être des communications tantôt formelles, tantôt informelles. Pourquoi ne pas inscrire les futurs employés de l'étranger à notre infolettre interne? Pourquoi ne pas leur envoyer des photos de nos parties de Noël ou de notre party d'Halloween qu'ils connaissent peut-être pas? Comment célèbrent-ils Noël, eux, de leur côté? Quelles sont les fêtes qui sont célébrées dans leur pays? Un peu tout ça. Donc, s'intéresser autant de part et d'autre et essayer de créer réellement des liens qui sont sincères. Je le dis souvent, mais c'est bien d'impliquer aussi d'autres employés, pas juste les RH. Mettez donc des mentors en place, des employés qui seraient intéressés par ce projet-là, puis dire, ah, moi, je me porte volontaire, j'aimerais ça peut-être lui présenter des membres de ma famille, tout ça, pourquoi pas? Vous allez rendre l'expérience encore plus humaine. Ça va faire vraiment vivre la culture de votre entreprise. On va préparer l'arrivée. Quand on parle d'un petit bébé, on va parler de l'achat de la bassinette, le carrosse, tout ça. Bien, quand on parle d'un travailleur étranger, qui va aller le chercher à l'aéroport? Est-ce qu'il y a un appartement quand il va arriver? Ça ne veut pas dire que c'est vous qui faites tout, mais si toutefois vous le faites, bien, c'est vraiment, vraiment gentil. Est-ce que, par exemple, on peut organiser une collecte de dons? Est-ce que quelqu'un au sein de l'entreprise a un vieux manteau d'hiver qui pourrait donner pour accueillir cette personne-là, des meubles dont il souhaiterait se débarrasser, puis qui pourrait peut-être aider cet employé-là à meubler son appartement? C'est une foule d'initiatives qui ne coûtent rien puis qui feront vivre les valeurs de votre entreprise. L'intégration, quand on parle d'intégration là, au niveau local, bien, ça peut durer entre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. À l'international, on va faire le tour du cadran. On va attendre 12 mois parce que non seulement on parle, bon, c'est une intégration qui est socio-professionnelle. Donc, au sein de la société, on va traverser les 4 saisons parce que votre employé, il entre le matin. Aujourd'hui, il y a de la neige dans certaines régions du Québec. Comment se sent-il? Comment vit-il ça? Il arrive travailler chez vous. Non seulement a-t-il de nouvelles tâches à apprendre, toute une nouvelle équipe. Il doit apprendre notre français québécois, qui est vraiment pas le même français. Il doit apprendre vraiment une foule de choses et à s'adapter à l'hiver. Peut-être a-t-il froid dans son travail, il ne vous le dira pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à acquérir, non seulement dans nos manières aussi de gérer les employés ici au Québec. Finalement, on va parler quand ils sont bien, quand on a vraiment très, très, très bien fait l'intégration, que vraiment cet employé-là se sent faire partie de la famille de l'entreprise, bien, inévitablement,
il va vouloir renouveler son permis de travail après 2 ou 3 ans. Peut-être va-t-il faire application à la résidence permanente. Puis là, je vais aller m'insérer dans ton tableau, Jeannette, pour dire, ben oui, lui aussi aura éventuellement les mêmes désirs, va vouloir s'enraciner dans votre entreprise, va vouloir peut-être avoir une carrière prolifique, il va vouloir voir quelles sont les opportunités pour lui. Est-ce qu'il peut même se former pour apprendre à devenir encore mieux, un chef d'équipe, quoi que ce soit. Donc, même chose, mais un peu différemment pour l'international. Merci. Clara, est-ce que tu peux nous parler de maintenant, on a attiré, on a trouvé nos candidats, comment on fait pour les mobiliser, les conserver dans notre entreprise, puis qu'ils soient épanouis? Tout à fait. Donc, la suite logique, c'est de vouloir mobiliser et conserver là, nos employés clés, les employés. Donc, je vais vous parler pour commencer là, des grandes tendances en ressources humaines que l'on voit en ce moment. Donc, je pense que personne ne va faire un saut. Ben là, de toute façon, vous en avez parlé aussi, donc ça fait du pouce là, sur ce que vous avez dit. Donc, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, bien entendu, là, en début de conférence, Jeannette nous disait que cette situation-là, malheureusement, va perdurer encore quelques années. De là, tout vient l'importance de travailler sa marque employeur, l'expérience employée, d'avoir des stratégies de recrutement novatrices, donc comme on vient de discuter, qu'on vient de discuter. Et puis, Émilie, ben, c'est vraiment une façon là, qu'on a avec vous, avec les travailleurs étrangers, en fait, là, de pouvoir contrer cette pénurie-là. Et c'est ce qu'on voit aussi, je crois, de plus en plus. Là, tu me disais qu'hier, tu avais eu des rencontres qui s'étiraient avec des clients. Donc, c'était bon signe qu'il y avait des besoins. Donc, c'est vraiment une tendance très actuelle, on va dire. Complètement. Puis, tu sais, quand je regarde là, les différents termes qui sont indiqués dans la colonne, là, pénurie de main-d'œuvre, là, j'aurais mis en gras, surligné, expérience employée, c'est tellement, tellement important dans le cadre du recrutement à l'international parce que ça se poursuit tout au long de l'immigration. Là. Mais ouais, tu as bien raison, c'est bien, bien à mode. Tout le monde veut me rencontrer. En effet, vous en avez parlé aussi beaucoup. Tu sais, moi, je vais faire du pouce pas mal sur ce que vous avez dit. La culture et l'engagement. Donc, on sait, suite à la pandémie, bon, ça a changé les façons de faire, les façons de travailler. Je vais parler aussi là, de l'organisation du travail. Oui, il y a le travail en mode hybride, des employés virtuels. Les modes de communication ont changé. Pour les gestionnaires, les employeurs, donc gérer à distance. Il faut trouver des nouvelles façons de mobiliser, de garder nos équipes soudées ensemble, de conserver là, tout ça. Il y a un travail qu'on a à faire comme employeur là, à ce niveau-là. Comme on le disait là, tout à l'heure, je pense qu'au niveau culture et engagement, ben, tu le dis aussi, hein, c'est important d'avoir une culture qui va être propice à attirer les travailleurs étrangers aussi, puis à les conserver aussi. Tout à fait. Puis je pense que le mot-clé de cette colonne-là, ça serait confiance. Parce que à l'étranger, ils vous connaissent pas. Votre notoriété ne vous devance pas nécessairement. Vous avez beau travailler sur un excellent marketing RH, c'est pas ce qui va faire nécessairement qu'un candidat va aller vers vous ou pas. C'est réellement son expérience, lui, en tant que futur employé, en tant que candidat. Donc, le fait de bâtir une confiance à distance, à travers différentes expériences humaines, c'est ce qui va faire que ça va gagner, autant à distance que lorsqu'il va travailler chez vous. Cette confiance-là, est-ce qu'il a des employés sur lesquels il peut s'appuyer pour poser une foule de questions qui n'ont pas nécessairement toujours rapport au travail? Oui, en effet. Pour terminer, moi, je le dis, là, ça fait quelques années que je le dis, mais le volet, le côté humain en tant que, tu sais, quand on est gestionnaire aujourd'hui, on n'a pas le choix, le côté humain est tellement important. Tu sais, on a tout vécu, bon, la pandémie, ça a tout changé les façons de faire. Les gens ont eu besoin d'un niveau, je dirais, plus d'attachement là, par rapport à les relations qu'on a au travail. Donc, le leadership humaniste est vraiment, vraiment, vraiment à la cote. Faut gérer donc avec les deux cerveaux. Oui, il y a le côté opérationnel qui est super important, mais le côté émotif. Et je crois que ça se prête aussi très bien avec les travailleurs étrangers.
Émilie, Ben tu peux oui, peut-être faire un peu de pouce là-dessus, mais je crois que ça va de soi. ben ça va de soi parce qu'on parle souvent des gens qui laissent toute la famille derrière. Donc, pour commencer l'expérience canadienne, ils se déracinent, ils s'éloignent de femmes et enfants pour venir vous prêter main forte pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, juste quand tu me parles d'humanisme, là, tu sais, c'est ça, c'est d'avoir une empathie assez grande pour se dire oui, c'est bien, il vient m'aider, il faut qu'il y ait une performance, tout ça, puis c'est bien, bien important. Mais à part ça, cette personne-là, quand même, a une famille. Puis cette famille-là, ils parlent à tous les jours. Ils peuvent vivre différents hauts, des bas, comme vous le vivez. Un enfant qui ne performe pas bien à l'école, c'est difficile. Un enfant qui ressent de l'intimidation. À distance, imaginez, vous ne pouvez pas serrer vos enfants dans vos bras le soir. C'est quand même toute une situation difficile à gérer. Donc, oui, il faut faire preuve d'humanisme, d'écoute, d'empathie, définitivement. C'est bon. Donc, au niveau des nouvelles attentes des employés, ben, tu sais, c'est vraiment, ça fait un fil conducteur là, avec ce qu'on vient de donner comme information. Donc, je le disais, bon, une approche peut-être plus orientée, bien entendu, vers les résultats, mais les employés vont avoir des attentes de considération aussi par rapport à leur travail. Donc, tu sais, on parle beaucoup de bienveillance. Donc, il faut en prendre soin, s'assurer qu'ils sont bien, qu'ils sont, tu sais, qui ont vraiment je dirais, qui ont tout ce qu'ils ont besoin pour bien effectuer le travail qu'ils ont à faire. Donc, on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, là, en tant qu'employeur. Donc, on a parlé tantôt de confiance, Émilie, tu l'as nommé. Donc, l'authenticité, la confiance, c'est ce que les travailleurs recherchent, je pense, autant les travailleurs étrangers que les travailleurs en 2023, en 2024. Une culture organisationnelle qui va être forte et flexible. Donc, on le sait, on a dû s'adapter dans les dernières années et on est encore en adaptation. Il y a encore des éléments qui changent. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là. L'humanisme, bon, le volet humaniste, on en a parlé. Et un élément qui est très important aussi, je crois, pour les jeunes générations et même pour nos générations aussi. Donc, tout ce qui est ESG, on parle de critères donc environnementaux, sociaux, la gouvernance, donc de quelle façon on prend nos décisions, la gestion est faite de quelle façon. Donc, il faut vraiment faire preuve, je crois, d'une certaine transparence par rapport à tout ça. Puis Émilie, ben, ça se prête bien aussi du côté des travailleurs internationaux également. Totalement. Souvent, quand on parle à ces travailleurs-là, les modes de gestion dans les autres pays sont vraiment différents. On parle souvent d'une hiérarchie là, vraiment verticale, le patron qui dicte quoi faire, tu n'as pas tellement le choix. On parle d'employés qui n'osent pas nécessairement poser des questions quand ils en ont, parce que dans leur pays, ce n'est pas nécessairement bien vu, bien perçu. Donc, il faut que les leaders qu'on a aujourd'hui soient conscients de ça, puis s'adaptent. Mais là, je vous parle un peu d'un côté, c'est pas facile, gérer des gens qui ne vont pas poser beaucoup de questions, mais c'est pas ça, là. En gros, là, les gens y arrivent de l'étranger avec une motivation hors norme. Tu sais, on a parlé de flexibilité tantôt. Ouais, boss, j'aimerais avoir 35 heures au lieu de 37,5. J'aimerais ça avoir plus de temps que ma famille, plus de télétravail. Ben là, à l'international, c'est le contraire. J'aimerais avoir de l'overtime. Y a-t-il un chiffre de soir? Oui, ils sont positifs, ils sont très vaillants, ils veulent tellement donner, ils ont une influence vraiment positive aussi sur l'équipe parce que c'est sûr que, tu sais, tous les gens qui vont côtoyer sur le même corps de travail, qui vont voir ces gens-là dont la motivation est hors norme, bien, c'est sûr que ça a une influence, puis ça ne s'essouffle pas parce que depuis toute leur vie, ils valorisent le travail, ils valorisent le fait de rapporter avec leur effort du succès pour une entreprise. Donc ça, c'est précieux, c'est réellement précieux. Mais c'est sûr que ça se construit. Donc, le fait de pouvoir bâtir une confiance entre l'employé et l'employeur pour que celui-ci ose poser des questions, bien, ça se bâtit là, vraiment à distance. Puis, c'est tout petit à petit, qu'on va y parvenir. C'est bon. Puis, tu sais, c'est ça contamine positivement l'ensemble de l'organisation, j'en suis sûre. Là, ça fait que c'est sûr que ça n'amène que du positif.
une façon, justement, d'aller sonder les employés, d'avoir leur vision, d'avoir un peu de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, c'est le diagnostic des ressources humaines. Aussi, on va parler de planification de main-d'œuvre. Ce qui est important, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, ben, c'est important de se questionner par rapport à tout ça et de se poser des questions. Donc, c'est quoi notre situation actuelle? C'est quoi notre situation désirée? Puis, c'est quoi les actions qu'on doit prendre pour répondre aux faiblesses, aux éléments d'amélioration qu'on a. Donc, c'est sûr que le diagnostic des ressources humaines est un outil qui va aider vraiment les entreprises à se positionner par rapport à leurs ressources humaines. Puis on va aller sonder nos gens. Donc, c'est une façon aussi de motiver nos employés, de les inclure, donc d'aller vraiment les sonder sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Puis ça va nous permettre d'avoir un plan d'action, donc de se donner des pistes d'action qui vont être claires et qui vont nous permettre vraiment de s'améliorer et de devenir un meilleur employeur. Donc, le sondage, Jeannette en a parlé un peu aussi tout à l'heure, d'aller sonder les employés suite à leur embauche, donc savoir comment ils trouvent que ça se passe au niveau de l'organisation. Ben, c'est des éléments qu'on peut mettre en place qui vont vraiment être bénéfiques là, pour notre organisation. Donc, il faut les impliquer, je crois, les employés, pas nécessairement au niveau de toutes les décisions, mais il y a sûrement au niveau opérationnel, s'ils sont dans les opérations. Donc, il y a sûrement un niveau là, où est-ce qu'ils peuvent être impliqués et on le voit vraiment que de les impliquer à ce niveau-là, ben, ça a vraiment un plus là, pour leur motivation et ça aide à la rétention là, de l'emploi, pour leur rétention. Mais aussi, Clara, tu sais, quand on met en place un sondage comme ça, c'est, tu sais, par exemple, si vous êtes directeur d'entreprise, mais impliquez aussi vos gestionnaires. Tu sais, c'est l'affaire de tout le monde. En fait, c'est vraiment important de créer des sous-groupes qui vont pouvoir après ça travailler avec les résultats du sondage. Parce que si on décide de sonder, essentiellement, il faut faire quelque chose après avec les Parfait. résultats. Il faut revenir aux employés pour leur dire, regarde, on a entendu ce que vous dites. On va, par exemple, vous voulez qu'on se penche sur l'évaluation de la flexibilité au niveau de l'horaire, parfait. On va créer un sous-comité, on va mettre en place quelques personnes qui vont brainstormer sur ce sera quoi l'impact de commencer plus tôt, finir plus tôt. Est-ce qu'il y a une manière de faire une rotation au niveau des horaires? Donc, vraiment Puis sur... c'est vrai que tu dis, c'est vraiment dans un objectif d'amélioration continue. Hein? Ça fait qu'il faut vraiment le exact. voir comme ça. Donc, le but, c'est pas de sonder les gens puis de laisser ça de côté. Le but, c'est de les sonder, mais de prendre des actions par la suite. Donc, Ouais. Mais c'est ce qui va nous différencier entre une entreprise qui reste statu quo, puis une autre qui va évoluer dans le temps, puis qui va être attirante là, pour les travailleurs. exactement, tout à fait. Un élément on s'en sort pas, donc qui est très important lorsqu'on parle d'employés, c'est sûr que c'est tout ce qui touche la rémunération. On parle maintenant de plus en plus de rémunération globale, puis pas juste le salaire, donc pas juste le salaire horaire de l'employé, mais tout ce qui s'y rattache, c'est toute autre chose qui s'y rattache. Donc, on a la rémunération non financière puis la rémunération financière. Donc, oui, dans la rémunération financière, on va parler de la rémunération directe, donc le salaire, s'il travaille les heures supplémentaires et tout ça, s'il y a des primes, bref, tout ce qui est monétaire. La rémunération financière directe, indirecte, mais on voit de plus en plus des avantages aussi qu'on va offrir aux employés, que ce soit au niveau des fois de formation payée, de l'entraînement. Clara, Oui. on t'entend pas bien. Je sais pas s'il y a une petite feuille par-dessus ton Ah, micro non. ou Vous juste te m'entendez? rapprocher, s'il te plaît. Ah, OK, oui, c'est bon. Donc, toute la rémunération financière indirecte aussi. Et la rémunération non financière, donc, est-ce qu'on offre le télétravail? Est-ce qu'on offre un horaire de travail qui peut être flexible? Donc, il y a tout ça aussi. Il faut vraiment faire preuve, je dirais, d'agilité et de flexibilité. Il faut sonder aussi nos gens pour voir qu'est-ce que eux veulent et mettre en place là, des éléments qui vont répondre à leurs attentes au niveau de la rémunération. Maintenant, je laisserai la parole là, à Émilie là, pour l'intégration du recrutement international.
Le recrutement international, donc, il y a différentes options, puis je voulais vraiment prendre le temps de les expliquer, là, puisqu'on s'y perd des fois avec toutes ces options-là. Donc, il y a déjà le PTET, le Programme de travailleurs étrangers temporaires, qui est le programme le plus populaire, qui consiste à donner un permis fermé, donc à un employé étranger pour qu'il vienne travailler chez nous. Le permis fermé peut être de diverses durées, soit du saisonnier, comme on le voit souvent sur les fermes qu'on a ici au Québec. Ça peut être aussi une entreprise en aménagement paysager, une entreprise de clôture, par exemple, de toiture. Sinon, ça peut être des permis dont la plus longue durée est de 3 ans. Après 3 ans, l'employé n'est pas tenu de retourner chez lui. Il peut renouveler son permis de travail sans aucun problème tant qu'il démontre une certaine compétence en français. Donc, c'est ce qui est exigé. Là. On a su ça la semaine dernière par le gouvernement Legault. L'externalisation des processus d'affaires, c'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, le fait de recruter, par exemple, dans un autre pays, une ressource, soit en administration, en TI. Écoutez, il y a des développeurs à l'étranger qui sont encore disponibles. Il y a une foule de postes qui, ici au Québec, sont pratiquement inexistants ou qui réclament un salaire. C'est épouvantable. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'externaliser certains postes de ce type-là. On a l'habitude avec le télétravail, mais il ne faut pas traiter les employés qui sont à l'étranger en externalisation d'une manière différente. Il faut les impliquer au sein de notre équipe. Il faut faire en sorte qu'ils se sentent comme au sein de notre équipe. Ils peuvent travailler sur leur cédule horaire ou sur la nôtre, dépendamment de nos souhaits. L'important, encore une fois, c'est la transparence. Donc, si la personne accepte de travailler sur, par exemple, notre cédule d'horaire, bien, c'est bien correct. Elle va pouvoir adapter ses horaires. Ça va peut-être être de chez elle, ça va peut-être être d'un bureau. Par exemple, chez Auré, on travaille avec diverses instances là, de Raymond Chabot qui sont partout aux quatre coins du monde. Donc, ça peut être intéressant comme idée. Là, c'est sûr que si la personne travaille à l'étranger, puis son souhait ultime, ce serait d'émigrer au Canada. Ben, pourquoi pas opter pour la formule hybride? À ce moment-là, vous avez une employée que vous formez à l'étranger qui apprend à connaître votre équipe, qui apprend tous vos processus d'affaires en même temps que le long processus d'immigration a lieu. Donc, vous perdez une seule minute, là. C'est vraiment directement, vous l'embauchez, elle commence à travailler. Puis, je vous le dirais, l'externalisation des ressources, on peut embaucher une personne en dedans de 2 ou 3 semaines. La personne peut commencer à travailler. Puis, il y a une économie qui est en moyenne de 30 par rapport au salaire qu'on pourrait payer pour cette personne-là au Canada. En ce sens qu'on va offrir un salaire qui est plus haut que ce qu'ils gagnent dans leur pays, mais qui, pour nous, représente réellement une économie qui équivaut environ à 30 du salaire. Wow, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Vraiment génial sur toute la ligne, puis ça gagne réellement en popularité, cette option-là aussi. Ça n'a pas besoin d'être des cohortes de 25, des centres d'appel au complet. Des fois, c'est une ressource qu'on va aller externaliser et ça fait toute une différence. Sinon, la dernière, c'est vraiment la conversion des permis d'études, la conversion des permis de visiteurs. On en voit de plus en plus. Vous devez en recevoir des tonnes de CV de l'extérieur, même s'ils ne sont pas ici, là. L'important, c'est simplement de dire, cette main-d'œuvre-là, si elle se distingue à vos yeux, que ce soit par leur CV, que ce soit par leur ténacité, leur détermination, vraiment, ils vous impressionnent. Vous prenez le temps de les rencontrer, puis franchement, non seulement leur savoir-être, leur savoir-faire concorde complètement avec vos exigences, pourquoi ne pas les embaucher? Donc, on peut faire des conversions de permis quand il s'agit d'étudiants ou de visiteurs qui sont ici, ou même on pourrait simplement entamer le processus d'immigration là, pour vous. Puis ça fait partie des services qu'on offre chez Auré, puisque à même notre équipe, on a tout un cabinet d'avocats spécialisés en droit de l'immigration qui peut vous soutenir dans la démarche. Donc, au niveau de la fidélisation, mobilisation du personnel, donc on en a parlé, favoriser un leadership de confiance et une bonne communication. C'est quoi son positionnement? C'est quoi notre positionnement là, au niveau de la mobilisation des ressources humaines là, pour notre organisation? Des éléments à prendre en considération, je vous dirais, il faut donner des facteurs de sens pour un employé. Donc, il faut créer un environnement qui va être favorable aux relations amoureuses, harmonieuses, excusez-moi du lapsus, à la collaboration. Donc, avoir une vision,
une charge de travail qui va être stimulante pour les gens, de la reconnaissance, de l'autonomie. Donc, il faut vraiment leur donner un sens. Et je crois, Émilie, que ça se cadre très bien aussi là, au niveau pour les travailleurs étrangers. Complètement. On va parler peut-être d'un système de mentorat avec Oui. une personne qui n'est pas nécessairement en hiérarchie avec l'employé. Ouais. Une personne qui est du même pied, là, puis là, avec laquelle on va se sentir à l'aise de dire Hey, le patron m'a demandé telle affaire. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'apprécie pas mon travail? Ou j'ai mal au ventre, qu'est-ce que tu me recommanderais? Donc, vraiment une personne sur qui on peut compter pour pouvoir vraiment se renseigner sur tout, formel, informel, travail, société, Ouais. culture québécoise, tout. Oui, ça va dans le Un même parrain ou une marraine, là, avoir quelqu'un de référence. Oui, exact. Donc, la notoriété organisationnelle aussi est quand même importante, peut-être moins pour les travailleurs étrangers qui ne connaissent peut-être pas l'organisation pour laquelle ils s'en viennent. Donc, il y a ce volet-là. Mais c'est sûr que pour ici, ben, une entreprise qui va offrir une qualité là, de produits, des bons services, qui va avoir une mission, des valeurs qui sont connues, qui va avoir du succès, de la croissance. C'est sûr que les gens sont fiers à ce moment-là là, de travailler pour une organisation et ça peut être un élément attractif aussi là, qui fait qu'une entreprise va se distinguer, mais ça n'enlève pas qu'il faut quand même bien prendre soin de ses employés, même si on est une entreprise là, qui est bien connue, qui est bien cotée. Donc, il faut quand même là, bien prendre soin de ces gens. Des attributs organisationnels, donc bon, le salaire compétitif, bien entendu. On parle encore ici là, de rémunération globale, une proximité géographique, un bon climat de travail, avoir offrir des avantages sociaux, avoir des leaders inspirants, des gens qui ont des compétences. Donc, c'est aussi là, des éléments qui sont attractifs là, pour les employés. Et aussi, on parle des attributs organisationnels, mais les attributs du poste. Donc, se sentir utile dans son travail, avoir des occasions d'apprentissage, avoir un leader, comme je le disais, inspirant. Et ça, je crois, Émilie, que ça se prête très bien aussi là, pour les travailleurs étrangers. Totalement. Une personne qui va faire preuve d'empathie pour pouvoir vraiment bien leur expliquer tout ce qui répondre à des questions avant de recevoir la question. Ouais. La deviner quasiment, puisque Ouais. c'est rare qu'on se fait poser des questions. Donc, alors, ben, vous voyez, là, reconnaissez, considérez le potentiel de vos employés, prendre ça en considération, c'est un élément hyper important là, dans la mobilisation de ceux-ci. Puis pour terminer, une pratique qu'on voit aussi là, de plus en plus, la gouvernance participative. Nous, on a créé là, ce qu'on appelle l'ABCD de la gouvernance. Donc, être agile, être bienveillant, travailler le collectif, donc travailler en équipe et la diligence, donc assurer un suivi. On pense que c'est vraiment d'actualité, d'impliquer nos gens, comme je le disais en début, à différents niveaux, mais une gouvernance, une gestion participative, ça mobilise nos gens, ça a des pistes qu'ils veulent aussi. On le sent là, sur le terrain que les gens souhaitent être considérés, pouvoir donner leur opinion. Donc, on travaille vraiment à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut, comme tu le disais, Émilie, là, il faut amener les travailleurs étrangers aussi à s'impliquer à ce niveau-là. Donc, la collectivité là, prend tout son sens. Totalement, mais j'ajouterais aussi que c'est important de bien communiquer l'ABCD, mais aussi de s'assurer qu'il soit compris. Quand on parle de travailleurs étrangers, on parle clairement pas le même français. Évidemment, parfois, on embauche des gens qui parlent pas tout le français, qui parlent l'espagnol, qui parlent l'arabe, qui parlent vraiment d'autres langues. Donc, c'est important d'utiliser l'aide d'un interprète quand c'est nécessaire pour pouvoir communiquer diverses nouvelles qui touchent l'entreprise. Mais même quand on parle en français, utilisez le dictionnaire des synonymes pour communiquer le message efficacement. La plupart des entreprises embauchent des gens qui parlent le français, mais je te donne un exemple. Tu sais, parfois, ça peut être ultra stimulant. « Hey, la gang, on va faire une activité team building, on va faire venir des queues de castor jeudi après-midi.
vos travailleurs étrangers peuvent vraiment percevoir ça d'une manière très négative, alors que vous faites référence à une pâtisserie tellement délicieuse et à un moment qui va être fort agréable. Donc, simplement garder le focus là-dessus. Tout à fait. Ben, ça complète là, pour ma partie. Jeannette, je te laisse le mot de la fin. Merci Émilie, merci Clara. Donc aujourd'hui, on a essayé de vraiment vous donner un temps d'arrêt pour revenir à la base en examinant essentiellement les options que vous pouvez vous offrir, autant au niveau du recrutement local, international, et une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, comment les garder, les mobiliser. Donc retenez qu'aujourd'hui, on veut vraiment que vous preniez un temps d'arrêt juste pour voir comment vous pouvez envisager les prochains 3 à 5 ans dans votre entreprise. Et ben, c'est pas mal la conclusion là, que je peux faire. Donc, au cours de la rencontre, on a reçu quelques questions. Vous pouvez aussi continuer d'écrire. Donc, j'ai une question qui s'adresse ben, principalement à moi. En fin de compte, j'ai un participant qui nous a demandé si on avait une liste de suggestions, d'idées qui sont de la rémunération non financière qui peuvent aider là, à mobiliser les employés dans votre entreprise. Donc, en fait, je pense que c'est une super bonne question parce que la mobilisation, la rétention, c'est pas nécessairement toujours un facteur monétaire. Donc, peut-être de regarder votre offre de formation. Qu'est-ce que vous offrez en formation au niveau des compétences humaines que vous pourriez peut-être offrir à vos employés? Par exemple, des techniques de communication, des techniques de gestion du stress. Est-ce que vous avez un programme de formation continue ou est-ce que vous pourriez offrir essentiellement des formations plus techniques là, au niveau du poste? Évidemment, ça a une valeur monétaire, là, mais en fait, c'est bien plus que ça. Dans le fond, on considère vraiment la personne. Est-ce que vous avez aussi des vêtements corporatifs que vous pourriez penser d'offrir à vos employés? Donc, souvent, on se réserve ça pour la partie vente marketing, mais de mettre en place là, un système où est-ce que les employés pourraient avoir droit d'avoir un T-shirt ou un coton ouaté avec à l'effigie de votre entreprise. C'est des éléments qui peuvent aider à la rétention. Peut-être aussi des dîners thématiques. Vous demandez à des gens qui veulent s'occuper un peu plus du côté social, donc des dîners style tout le monde apporte un petit plat, fait découvrir quelque chose. Souvent, dans le contexte un peu plus international, c'est vraiment intéressant. Donc, d'impliquer les gens, de faire goûter des recettes qui ne sont pas nécessairement de chez nous, ça aide vraiment à souder les équipes. Ça peut être aussi une journée de congé que vous offrez à la fête là, de la personne ou une journée mobile là, qui peut être vraiment utilisée pour la journée de la fête de l'employé. Des bonnies aussi qu'on peut penser, bonnies de rétention. Si vous n'avez pas ça dans vos politiques de rémunération, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, après 10, 15 ans, vous réussissez à aller offrir à l'employé un certain pourcentage là, du salaire, mais de ce côté-là, c'est vraiment au niveau de la rémun. Et peut-être aussi des sorties en équipe, des sorties plein air qu'on on fait simplement juste mettre à l'horaire l'activité. Les gens peuvent se rejoindre, par exemple, au pied d'une montagne, faire vraiment l'activité ensemble. Une Des fois, boîte. c'est des éléments hein, quand même assez simples. Ouais, Puis je pense que ce qu'on disait tantôt, pour d'aller sonder aussi ce que nos employés aimeraient, ben, exact. ça peut nous aider. Tu sais, nous, on peut avoir des idées, mais les employés peuvent aussi amener certaines idées, des choses qu'eux aimeraient, puis ça peut être très facile à mettre en place. Exact. Puis peut-être aussi une boîte reconnaissance que vous pourriez mettre en place où est-ce que les gens peuvent aller mettre anonymement ou pas les bons coups qui sont réalisés dans l'équipe. Une cloche qu'on sonne quand un nouveau client ou atteint un certain niveau de vente, ça peut vraiment être mobilisateur. Donc, ça répond probablement, j'espère, à la question. Sinon, vous aurez nos coordonnées, vous pourrez nous recontacter. J'ai reçu aussi une autre question qui s'adresse plus à Émilie. Donc, c'est quoi les principaux avantages là, de faire partie d'utiliser l'externalisation des processus d'affaires? Donc, qu'est-ce qui peut en ressortir là, au niveau de l'optimisation rapidement? Là? Tu en as parlé un petit peu, mais rapidement, là, c'est quoi les principaux avantages d'aller à l'extérieur pour certains services dans une entreprise?
Bien, tout d'abord, ça peut se faire très rapidement. Donc, l'employé peut commencer en dedans de 2, 3 semaines. C'est vraiment intéressant. Il y a une économie là, par rapport au salaire, puisqu'on va aller offrir un salaire qui est très intéressant dans son pays à la personne, mais ça représente quand même une économie pour nous. Évidemment, quand la personne va venir ici, on va réajuster le salaire par rapport à ici pour que ça soit dans l'échelle, là, mais quand on parle d'externalisation, c'est ça qu'on va aller tirer. On va aller miser pour une personne qui va pouvoir commencer rapidement, qui peut travailler sur différentes euh, cédules de temps, on va dire ça, de time zone. Et puis, on va aller vraiment vers une économie, là. En gros, c'est ça. Clara, une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de c'est quoi la marque employeur? C'est quoi ce processus-là? Qu'est-ce que ça peut impliquer? Parce on a effleuré un petit peu le sujet, mais c'est une question qu'on a là, d'avoir un peu plus de détails sur c'est quoi le concept de la marque employeur. Ben, c'est ça. La marque employeur, c'est vraiment de quelle façon on se démarque par rapport à nos concurrents. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un employeur de choix? Donc, pour ce faire, là, il y a un processus qu'il faut mettre en place, se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est quoi les bonnes pratiques aussi dans notre secteur d'activité, qu'est-ce qui pourrait être fait, donc qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Alors, il faut vraiment, ça demande une réflexion, oui, de par l'équipe de gestion tout d'abord. Il faut sonder aussi les employés, tu sais, pour mettre en place là vraiment ce qu'on va déployer soit par nos publicités, donc au niveau marketing, mais aussi lorsqu'on va faire du recrutement. Donc, de quelle façon on va se vendre en tant qu'employeur. Donc, il y a vraiment une démarche là, qui entre en ligne de compte là, par rapport à tout ça. Fait que c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour se démarquer en tant qu'employeur, autant au niveau, je dirais, ressources humaines, mais au niveau opérationnel. On a-tu, supposons, je sais pas, des machines là, qui sont super technologiques, high-tech, qui font en sorte qu'on se démarque de par nos concurrents. Donc, il y a vraiment une démarche à entreprendre par rapport à tout ça pour voir qu'est-ce qui fait qu'on se démarque et comment on pourrait mieux se démarquer. Euh, Émilie, une petite question pour toi. Peut-être que c'est pas une petite question en fin de compte, mais si tu peux effleurer le sujet, là, c'est quoi les démarches, les premières démarches là, qu'on peut entamer pour modifier un permis de travail fermé? C'est qui doit le faire? Donc, est-ce que c'est le travailleur qui doit prendre en charge cette première étape-là pour modifier un permis de travail fermé? Puis comment ça fonctionne, là, grosso modo? En gros, je recommande vivement de faire affaire avec un expert là, pour gérer ça. Ce n'est jamais l'employé, ça passe par l'entreprise. L'entreprise doit faire comme si l'employé était à distance, donc doit faire une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail, et au Québec doit parallèlement au provincial faire une demande de sélection temporaire au MIFI. Donc, c'est exactement la même démarche, mais puisque l'employé est déjà, par exemple, ici, a déjà obtenu son visa pour visiter le pays, c'est là où ça accélère légèrement la démarche. Je vous dirais qu'au lieu d'un an, on peut parler d'une démarche qui va durer 6 mois. C'est vraiment, vraiment moins long, mais quand même, c'est pratique parce qu'on peut rencontrer la personne. Vous savez, en personne, il y a vraiment des choses qu'on est capable de détecter bien plus qu'à distance, d'autant plus qu'on peut parfois tester certaines aptitudes techniques. Pourquoi pas? Quand on a un garage, par exemple, OK, est-ce que tu es capable de me montrer comment ferais-tu si ça? Un petit examen pratique, c'est jamais de refus. D'ailleurs, chez Ori, quand on a des cohortes, là, par exemple, de mécaniciens à recruter, bien, on va directement dans le pays où on recrute pour faire des tests pratiques avec les candidats, avec nos clients. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec un visiteur? C'est là où il y a l'avantage. Donc, les étapes, c'est les mêmes que si on recrute le pays dans son pays, le candidat dans son pays. Là, on va commencer par une EIMT, on va faire une demande de sélection temporaire. Par la suite, on va faire une demande de permis de travail, tout simplement. Une autre petite question, Émilie. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus en demande? C'est quoi les spécialités les plus demandées au Canada, selon ton expérience?
Cette question-là, c'est une très bonne question à laquelle ma réponse pourrait durer plusieurs heures. Il y a une liste de métiers qui sont à traitement simplifié. Donc ça, c'est des métiers qui, au Québec, sont reconnus comme étant victimes d'une très grande pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement québécois a dit, écoutez, pour ces métiers-là, vous n'aurez même pas besoin de me faire une preuve d'affichage de poste comme quoi vous n'êtes pas capable de recruter des gens localement. On le sait, il n'y en a plus de main-d'œuvre. Donc, je vous encourage peut-être à googler métiers en traitement simplifié pour avoir la liste complète. Mais évidemment, je suis certaine qu'on pourrait aussi envoyer le link vers la liste de ces métiers à traitement simplifié sans aucun problème. Il y a beaucoup de métiers, pour en nommer quelques-uns. C'est sûr que les métiers de soudure, les mécaniciens, que ce soit mécaniciens lourds, mécaniciens automobiles, sont dans cette liste. Il y a des métiers, par exemple, électromécaniciens. Bref, la liste s'étend. Et il y a quelques manœuvres aussi. Bref, oui, plusieurs secteurs d'activité sont touchés par cette liste-là, autant en aéronautique que dans le domaine manufacturier. Elle s'étend et elle s'allonge d'année en année. Environ au printemps, la liste est renouvelée et jusqu'à présent, on va toucher du bois pour que ça continue, mais elle s'allonge toujours. Il n'y a pas de postes qui sont retirés de cette liste-là. Donc, c'est gagnant pour les entreprises. Beaucoup de gens nous écrivent savoir si la présentation va être disponible en format PDF ou l'enregistrement. Oui, vous allez recevoir un lien à la fin de la rencontre là, qui va vous permettre d'avoir accès aux informations qu'on vous a parlé aujourd'hui. On a peut-être le temps pour une petite dernière question. Clara, les tendances que tu as remarquées là, depuis la fin de la pandémie, qu'est-ce qui caractérise là, le monde des ressources humaines post-pandémie? Ben, je dirais que c'est un retour à l'équilibre. Mhm. C'est-à-dire que pendant la pandémie, les gens ont quand même beaucoup, tu sais, il y en a qui ont beaucoup travaillé, tu sais, il y avait plus, là, on avait tous nos ordinateurs à la maison, on était, tu sais, on pouvait comme travailler tout le temps. Ça fait que là, il faut revenir à l'équilibre de tout ça, se donner des moments de, c'est ça, d'être plus dans vraiment le, Connectés ensemble. oui, puis c'est ça, l'autre point que je voulais ramener, c'était de se créer des moments où on peut être ensemble parce que là, il y en a beaucoup qui sont en mode hybride encore. Il y en a qui ont des règles, mais il y en a qui n'ont pas de règles. Donc, ça aussi, ça devient difficile à gérer pour des gens de ressources humaines. Euh, donc, il faut encore naviguer dans tout ça parce que le travail, on dit toujours, ne reviendra pas comme il était avant. Tu sais, ça ne reviendra plus, là. On est rendu ailleurs. Comment ça va être dans 10 ans, on ne le sait pas. Mais il faut, je crois, trouver un équilibre à tous ces niveaux-là. Donc, ramener, oui, les gens, mais leur laisser quand même, tu sais, fait qu'il y a toute la flexibilité aussi là, qui entre en ligne de compte. Fait que c'est des beaux défis pour les personnes aux ressources humaines et pour les gestionnaires aussi d'entreprise. J'ai reçu une dernière petite question qui me disait comment bien élaborer des indicateurs en ressources humaines. C'est une grande question, mais en fait, c'est peut-être de partir justement avec un outil comme un sondage ou un diagnostic organisationnel que vous pourriez déployer dans vos équipes pour justement obtenir le taux de satisfaction au niveau des processus en ressources humaines, que ce soit l'embauche, l'évaluation annuelle, la rémunération, les facettes qui peuvent toucher les ressources humaines. Ça peut être un bon point de départ. En fait, là, vous allez avoir vraiment des indicateurs de satisfaction. Par la suite, ce serait de prendre le temps de mettre en place des processus pour collecter l'information, au même titre qu'on va collecter un niveau de vente, au même titre qu'on va collecter un bénéfice net, mais c'est vraiment de prendre le temps de mettre en place soit des fichiers de suivi d'informations qui vont vous permettre, après ça, d'avoir une historique, colliger l'information, puis plus qu'on a de données, on peut les comparer, puis ça peut nous aider là, à savoir l'avancement des éléments qu'on modifie dans nos processus RH et puis est-ce que c'est apprécié? Mais évidemment, le sondage, sonder vos équipes à petite, grande échelle, par vous-même ou accompagné de professionnels, on peut vous assister, mais ça va nous faire plaisir. Je pense que c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Il est 11h44, donc on apprécie vraiment votre présence
à notre webinaire. Vraiment, ça a été un honneur de pouvoir vous parler aujourd'hui de notre passion, hein, les ressources humaines, la mobilisation, le recrutement international. Donc, au nom d'Émilie et Clara, je vous souhaite une belle fin de journée et vous allez recevoir toutes les informations là, par courriel, là, que ce soit la présentation enregistrée et le document. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci.